Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance, mes petits pourquoi, une séance groupée sur laquelle il fallait s'inscrire au préalable. J'ai donc 8 questions à traiter avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue, gratitude à celles qui ont osé, qui ont souhaité me poser leurs questions. Alors, je rappelle le principe de ces séances, mais avant tout, je préfère vous préciser, il y a des travaux dans ma rue. Alors, j'espère qu'on ne va pas être dérangé. Si je trouve que le bruit est vraiment trop important, je serai obligée de couper la vidéo et de la terminer ultérieurement. C'est tout ça pour que vous ne soyez pas gênés, en fait. Donc, le principe de ces petites séances, donc là, il s'agit d'une séance groupée, mais elle existe aussi en individuel. Il s'agit de poser une question qui commence par « Pourquoi je ?» Pourquoi je n'arrive pas à maigrir, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte, pourquoi j'ai du mal à trouver la voie professionnelle qui me correspond, pourquoi j'ai du mal à parler en public, enfin voilà. Et donc, avec un regard neutre, bienveillant et un minimum d'éclairage céleste, eh bien, je vous propose cette séance collective de réponse à vos pourquoi. Alors forcément, je ne prétends pas détenir la réponse, il y en a peut-être plein d'autres, mais il s'agit là de quelques idées, d'un premier éclairage, d'un débroussaillage pour certaines situations, d'un éclairage spirituel qui peut-être vous donnera des éléments de réponse ou de reconnexion à certaines parties de vous-même que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Je commence donc avec Marie qui pose 2 questions. Elle s'était inscrite pour 2 questions. Voilà donc la première. Je trouve qu'elle va beaucoup en lien avec la deuxième, donc vous comprendrez, les réponses vont être liées. Alors c'est une question assez longue, je vais la lire telle qu'elle m'a été formulée et puis la reprendre. Pourquoi ? Parce que je me suis... Pardon. Pourquoi ? Parce que je me suis sentie rejetée enfant par ma mère. Je me sens aujourd'hui ne pas avoir ma place aussi dans ma lignée familiale. Comme si ma mère avait pris toute la place pour que je ne reçoive rien de mes ancêtres, je n'ai pas de place dans ma propre lignée. Alors, la question de Marie, c'est pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir ma place dans ma propre lignée, dans ma lignée familiale ? Tu donnes un élément de réponse, Marie, puisque tu dis ma mère prend toute la place. Alors, je ne pense pas qu'elle prenne toute la place, mais peut-être qu'effectivement, elle prend beaucoup de place. Peut-être que du coup, tu te sens lésé sur la place que tu pourrais, que tu devrais prendre, que tu devrais avoir. Alors forcément, tu vois, je vais pouvoir te donner quelques éléments comme ça, pourquoi je me sens rejetée, et donc ne pas avoir ma place. Bon, je vais te renvoyer forcément vers le livre Les 5 blessures émotionnelles. Bon, il y en a d'autres qui traitent aussi de ce sujet, mais ça me semble logique. Je crois que c'est Lise Bourbeau qui a écrit cet ouvrage, où on a notamment celui de la blessure émotionnelle de la trahison, qui me fait penser à ce que tu dis. Et puis il y a aussi la notion d'abandon. Donc peut-être que tout ça, ça peut aller te parler un peu. Et puis il y a autre chose, moi, qui m'est venue tout de suite parce que je l'ai rédigée, tu vois, je l'ai recopié ta question. Et il y a quelque chose qui m'est venu assez rapidement. Et alors là, vraiment de manière canalisée, pas tu vois, un regard extérieur comme ça, c'est vraiment des infos qu'on m'a données. Tu vois, comme quoi ça arrive. Et là, on m'a montré que tu étais venu dans cette famille, mais qu'il ne s'agissait pas de ta famille d'âme initialement. Donc, tu es venu y apporter quelque chose. Ce qui fait que, et tu vois, ça va rejoindre aussi ta deuxième question. Je vais la lire après, mais je trouve que les réponses vont être assez croisées. Ce qui fait que forcément, tu dois te sentir exclu. C'est ce que tu dis dans la deuxième question. Tu dois ne pas te sentir à ta place, à ta juste place, ou en tout cas ne pas trouver la place qui, normalement, je vais dire, te reviendrait dans ta famille, dans ta lignée, parce qu'en fait, entre guillemets, on est venu t'y plonger, on est venu t'ajouter à cette lignée pour une raison bien précise.
Il y a des choses à travailler dans ta lignée familiale et eh bien, tu vas être ce pilier, ce carrefour qui va permettre une ouverture des consciences. Je ne sais pas si toi-même tu en avais conscience. Je pense que oui. Maintenant, j'entends bien que c'est lourd. J'entends bien que c'est pas forcément simple, ce genre de rôle, ce genre de place, ce genre d'objectif et mission de vie. J'ai bien conscience que c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est ce qui m'est venu tout de suite. Tu vois, en rédigeant, enfin en recopiant ta question, c'est vraiment l'information qui m'est venue. Donc, ceci explique cela. Donc, forcément, effectivement, tu vas me dire, bah oui, mais quand même, terrestrement parlant, j'ai quand même une place dans cette lignée. Je suis la fille d'eux, je suis la petite fille d'eux, je suis la mère d'eux, tu seras sûrement la grand-mère d'eux, donc l'arrière-petite-fille d'eux, la cousine d'eux, la nièce d'eux. Donc, effectivement, j'entends bien que tu as cette place terrestre en tant qu'humaine dans ta famille, ça c'est certain. Cependant, au niveau céleste, on est vraiment sur un autre niveau, on est sur un autre plan. Donc, d'où ce décalage, tu vois. Donc, forcément, je pense que travailler sur ta lignée, c'est intéressant. Je pense que tu peux travailler le transgénérationnel, effectivement. Mais je pense, si je peux me permettre, Marie, qu'il vaut mieux, à mon avis, pour toi, travailler vraiment plus sur une lecture de vie antérieure, d'Anna Akashique, pour aller travailler plus loin et puis surtout sur ta lignée d'âme, que ta lignée purement générationnelle ici sur Terre en tant que Marie. Je ne vais pas donner ton nom, mais j'ai cru voir un flash, je pense que c'est un peu une deuxième. Je pense que c'est un peu une confirmation. Tu vois, ils sont en train de te dire, oui, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut travailler. Je peux comprendre ta frustration, je peux comprendre le fait de te dire, mince, oh, mais moi, c'est pas ça, j'avais besoin de réponses par rapport à mes proches, par rapport à ma lignée maternelle notamment. Je dis pas que tu n'auras pas de réponse sur ça, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que peut-être il faut te décentrer de ces attentes-là, de ces besoins-là, en travaillant cette faille, cette notion de blessure émotionnelle, et en allant chercher parallèlement des outils, des éléments de réponse plutôt au niveau karmique. Je pense, je sais. Donc, forcément, le pourquoi je ne me sens pas à ma place, pourquoi je ne me sens pas à ma place dans cette lignée, parce qu'on est venu t'y greffer et que tu avais, tu as une mission très spécifique, un rôle à jouer particulier dans cette famille. J'espère avoir là apporté un premier éclairage. Je vais lire la deuxième question, ça va rejoindre, tu vas avoir la réponse. Pourquoi j'ai l'impression de porter en moi-même ce regard comme si je regardais le monde extérieur, les autres, et que j'y recherchais désespérément un regard, en vain, comme si je me sentais exclue de ce monde. Parce que tu n'en es pas issue. Donc très probablement, voilà, tu es une vieille âme, Marie, je pense que c'est indéniable, enfin voilà. Et du coup, tu peux avoir ce décalage à nouveau, de te sentir un peu exclu de ce monde terrestre parce que tu ne ressembles pas à tout le monde. Tu es étrange et étrangère. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, je sais que tu le sais, Marie. Je te dis ça dans le sens où effectivement tu vas ressentir, percevoir, comprendre les choses d'une manière différente, d'une manière plus subtile. Et de ce fait, tu peux rechercher le regard que tu veux, j'ai envie de te dire. Tu te sentiras toujours étrangère parce que ça relie cette première réponse que je t'avais donnée. Tu es venu ici pour faire bouger le monde, tu es venu ici pour faire bouger les consciences. On le voit avec ce que tu partages sur ta page personnelle. Et vraiment, c'est quelque chose que, alors là, mon ego et mon mental sont en train de parler et que j'aimerais bien que tu comprennes parce que, merci pour ce flash là, ce ray de lumière. J'aimerais tellement que tu comprennes ça, Marie, que tu l'intègres et que tu te dises, ah ouais, ok. Et tu es vraiment venu illuminer le monde, tu es venu l'éclabousser
de ta magnifique lumière et donc ta famille y compris, premièrement. Je comprends que ça peut être angoissant, que ça peut être perturbant et frustrant de se dire mais je leur ressemble tellement pas, je me sens tellement exclue et pourtant j'ai besoin de leur regard, j'ai besoin de leur bienveillance, j'ai besoin de leur amour, j'ai besoin de me sentir à ma place en tant que fille d'eux, petite fille d'eux, nièce, etc. Mais initialement, ton choix d'âme, ton choix d'incarnation, c'était celui de réveiller, celui de... Alors tout en douceur, parce que tu le fais vraiment magnifiquement bien. Mais c'est ça ce que tu as choisi. Donc, une place différente. Tu as choisi un rôle différent avec une place différente. Donc, ne t'étonne pas de ne pas trouver ta place. Parce qu'en réalité, il faut que tu la crées. Gratitude Marie pour ces questions et puis pour ce partage, parce que alors, ces partages, voilà, vraiment, Marie est une personne exceptionnelle que j'aime beaucoup, avec une douceur infinie, et je vous invite à la découvrir et à lui montrer la belle lumière qu'elle en a. Je vais donc passer maintenant à la question de Nathalie. Je reprends donc Nathalie, votre photo et puis surtout votre question. Nathalie, pourquoi mes acouphènes, surtout à gauche, ne partent-elles pas? Ah bah alors là, ma belle, la réponse va être toute simple et assez courte. Vous êtes en plein éveil spirituel, les acouphènes. Alors attention, je vais quand même pas tout mettre là-dedans, mais les acouphènes, souvent, je veux dire souvent, mais je vais ensuite préciser quelque chose, sont liés à un développement de clairaudience. Alors attention quand même, on va voir le médecin, on fait vérifier s'il n'y a pas un problème ORL, s'il n'y a pas non plus une perte d'audition. Ça, c'est vraiment important. La spiritualité ne se départit pas de la médecine, donc, et traditionnelle et holistique. Enfin, voilà, on fait un peu un packaging, mais on va quand même vérifier ça. Mais si effectivement, après vérification médicale, vous vous dites, bah mince, j'ai toujours des acouphènes et on ne peut rien faire et ça ne part pas. Il est probable, il y a des chances que ce soit en lien avec votre spiritualité. Moi, j'en ai depuis des années maintenant. On vit avec. En fait, si vous voulez, il s'agit d'une nouvelle fréquence. C'est comme si vous aviez en tête une radio et puis on tourne des boutons. Vous voyez, pour tomber sur la bonne fréquence de radio. Et bien là, c'est ça. Quand on a des acouphènes ou quand on les a un peu plus forts, je vais revenir sur le surtout à gauche, eh bien, il faut aller se questionner sur qu'est-ce que j'entends de nouveau, qu'est-ce que je peux percevoir de nouveau. Alors, surtout à gauche, essayez d'être sensible à tout votre côté gauche. Est-ce que j'ai aussi des fourmillements? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me touche les cheveux? Un air froid, ça, sur votre côté gauche. Peut-être qu'il s'agit d'une présence, entre guillemets, constante d'un défunt, par exemple, qui serait à vos côtés et qui souhaite communiquer avec vous. Un proche, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Et donc, les acouphènes sont effectivement un développement une possibilité de développement de la clairaudience, je rappelle, le rendez-vous au médecin. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, surtout. Mais c'est aussi à questionner. Et je rappelle, parce que ça, je pense que c'est hyper important, je veux rappeler que la clairaudience, ça n'est pas uniquement, et je dirais même c'est pratiquement pas ça, entendre des défunts, des guides ou autres, comme je vous parle là. C'est pas comme ça que moi je les entends dans ma tête. Je vous ai dit, c'est une question de fréquence. On va venir se greffer sur leur fréquence et donc on va entendre des choses comme des pensées. Comme par exemple un souvenir. Si je vous dis, souvenez-vous de la dernière discussion téléphonique que vous avez eue, remémorez-vous les mots, l'intonation de la voix, etc. Et bien, ça fait exactement la même chose dans la tête quand on entend, quand on est donc en développement de la clairaudience. Donc, probable, Nathalie, que ça puisse être une réponse à vos acouphènes.
Après, il peut y avoir aussi d'autres raisons. Si là, on est vraiment sur un acouphène, je vais dire mécanique, hein, là vraiment biologique et pas en lien avec la spiritualité. Quoique tout est spirituel, si on veut quand même. Ça peut aussi être en lien avec une vie antérieure où vous auriez eu un problème hein, à une oreille. Je sais pas moi, un tympan crevé, je sais pas moi, une épée qui vous aurait transpercé. Enfin, excusez-moi, c'est un peu gore, mais enfin c'est possible. Hein. Et je vous renvoie là vers Sylvie Nash qui a écrit un livre Ces armes qui nous ont tués et qui explique très très bien ça. Hein. Donc nos mots MAUX peuvent être en lien avec des blessures liées à des vies antérieures. Bon voilà pour votre réponse Nathalie. Moi je pense vraiment pour un développement de la clairaudience. Donc voilà, rappel, à voir avec votre ORL, avec votre médecin pour aller vérifier s'il n'y a rien de plus important et surtout de mécanique et biologique, mais physiologique, mais bon, ça peut être aussi les deux d'ailleurs. Donc je vous invite à vous questionner sur votre clairaudience. Je proposerai très très prochainement des séances sous forme de petites formations sur justement le développement de la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, avec des programmes de coaching, de formation en fait. Hein. C'est comme ça que j'ai envie d'évoluer dans mon travail actuellement et pour pouvoir aider le plus grand nombre. Alors voilà, peut-être que ça vous parlera. Ce sera en ligne très bientôt. Je passe à la question suivante, la question de Corinne, qui me dit « Je suis ravie d'être en live avec toi. » Et ben moi aussi, Corinne, merci beaucoup pour ta confiance. Et alors, je vais lire ta question, puis je vais lire un petit peu ce que tu as noté après. Tu dis que ça tombe à pic parce que tu as besoin de clarté pour avancer, pour mieux faire, mieux être. Merci vraiment pour ta confiance. Alors, peut-être que cette question va parler à d'autres. Pourquoi est-ce que je ne sais pas quoi faire de ma médiumnité et comment le faire? Alors, comment le faire? Ça, c'est autre chose. Hein. Je pense que ce sera à toi de le trouver. Mais je pense que vous êtes nombreux. En tout cas, c'est souvent que j'ai cette question-là. Ok, j'entends des trucs. Ok, je vois des trucs. Ok, je parle aux morts. Mais je fais quoi? J'en fais quoi de tout ça? Donc ça, j'adore cette question. Je la trouve hyper universelle. Quoi. Vraiment, je pense qu'elle va parler à beaucoup. Et tu rajoutes, voilà, en ce moment, je me sens larguée, perdue, donc momifiée. Pourtant, j'ai pas peur, enfin, il me semble. Bon, à voir. Je ne sais pas vers qui aller, où je suis dans ma mission de vie et je suis heureuse quand je suis dedans. Ça chante en moi, ça vibre, ça fait plaisir. Je suis pleinement heureuse quand je fais ça et je pense pouvoir dire que je rends heureux les gens et le ciel. Ben super. Alors, pourquoi tu ne sais pas quoi faire de ta médiumnité, Corinne? Écoute, tu sais, c'est rigolo parce que ce matin, j'ai travaillé, je vais peut-être vous bassiner encore avec ça, hein, je le dis souvent, mais j'ai travaillé sur mon défi des 100 jours de Lilou Massé, trouver sa mission de vie, l'exprimer pleinement. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, on travaillait sur une notion qui est intéressante, sur la notion des diplômes. Voilà. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas avancer et qu'on ne peut pas se développer dans ce qui nous plaît. Et je donnais une liste qui est citée hein, dans le livre et je disais à mon mari, écoute, je vais te donner plusieurs noms, alors de tête comme ça, Michel Drucker, Steve Jobs, Jacques Desange, il y avait Gérard Depardieu, Mark Zuckerberg, puis on avait d'autres, Joe Wilfried Tsonga. Et je lui disais, mais est-ce que tu sais quel est leur point commun? Bon, il m'a donné plusieurs réponses, enfin bref. Ils n'ont pas de diplôme. Et certains même n'ont pas fait d'études du tout. Ils se sont arrêtés très très tôt. C'est étonnant, hein? C'est quand même des gens hyper connus. Enfin. Et là, on se dit, comment ça, ils n'ont pas de diplôme? Ils ont réussi dans la vie. Attends, ils sont connus dans le monde entier, hein, quand même. En tout cas, pour certains, quoi. Ok, d'accord. Bon, ça fait réfléchir. Alors, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que tu vas me dire, quel rapport avec ma question là? Ben, moi, je pense hein, qu'il y a quand même un gros travail à faire dans le monde de la médiumnité, de la spiritualité, de l'ésotérique.
concernant cette question de diplôme. Parce que du coup, sans diplôme, on ne se sent pas légitime. Et quand j'ai lu ta question, Corinne, tu vois, ce matin, quand je préparais la séance, j'ai relu ta question, ça m'a quand même fait écho. Et je me suis dit, est-ce que, peut-être pas, hein, je vais évoquer aussi d'autres raisons éventuelles, d'autres pistes de réflexion, mais je me suis posé quand même cette question pour toi, Corinne. Est-ce que tu te sens légitime? Parce que tu en parles, hein, tu dis je suis heureuse, je pense que je rends heureux les gens. Et c'est formidable. C'est ça le grand objectif de ces pratiques. Mais finalement, la question, elle est quand même là. Est-ce que tu te sens légitime de pratiquer ta médiumnité? Et tu vois, c'est là que je fais un lien avec les diplômes, parce qu'effectivement, dans la médiumnité, il n'y a pas un diplôme de médium qui existe. Il y a très, très, très peu de formations certifiantes. C'est beaucoup des stages. Hein, moi aussi, c'est ce que je propose actuellement. Et on ne ressort pas forcément avec un papier, ce fameux bout de papier qu'on pourrait encadrer et qui nous ferait nous sentir un peu plus légitimes de ce qu'on fait. Et du coup, est-ce que c'est pas ça une de tes peurs, un de tes blocages? Qu'est-ce que je fais de ma médiumnité? Est-ce que je me sens suffisamment légitimée pour en faire quelque chose? Moi, c'est quand même une question qui m'est venue, tu vois, à la vue de ta photo, de ce que tu m'as envoyé comme message. Alors, bon, pourquoi est-ce que je ne sais pas quoi faire de ma médiumnité et comment le faire? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça. Après, je pense qu'il y a quand même des peurs. Quoi que tu en dises, à mon avis, peur de mal faire, peur de te tromper, peur de ce que peut en penser ton entourage, et puis pas de ce que tu fais, mais de ce que tu vas devenir. Ça fait peur de devenir médium, de devenir connu, de se dire ah ouais, quand même, bon, si je fais des vidéos, je vais être un petit peu connu entre guillemets, enfin, c'est pas connu comme une star. Ce que je veux dire, c'est avoir une reconnaissance, avoir une certaine notoriété aussi parfois, et puis se reconnaître soi-même. Et ça peut faire peur. Je sais que ça semble paradoxal, mais pourtant, ça peut faire peur. Donc, moi, en tout cas, c'est ce qui me vient, tu vois, quand je vois ta question et quand je vois ta photo, ce sont les éléments de réponse qui me viennent. Alors, voilà, pourquoi est-ce que je ne sais pas quoi faire de ma médiumnité? À mon avis, il y a de ça. Et puis après, tu dis, bah, comment je peux la développer? Ça, c'est à toi de le voir, vraiment. Et puis bon, ça n'entre pas dans le cadre de cette séance de mes petits pourquoi, mais j'ai envie de te dire, si vraiment tu hésites, si tu ne sais pas vers quoi, comment commencer, vers quoi te tourner, demande à tes guides. Vraiment, pour moi, c'est le plus important. Et puis, tu demandes des signes. Tu peux créer une convention aussi avec tes guides pour dire, voilà, si je dois créer une conférence, mettre en place une conférence, alors montrez-moi 3 hiboux dans la journée. Je sais pas, tu vois. Enfin, voilà. J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle Comment créer une convention avec vos guides. Et du coup, tu vas pouvoir avancer un petit peu plus sereinement si tu as besoin de te sentir soutenu et si tu as besoin d'avoir ce retour de tes guides, leur accord, leur confiance, leur réponse vraiment un peu plus concrète. Hein. Donc, peut-être que ça peut aider. Bon, ça, c'était vite fait pour répondre à tes questions comment, mais tu sais, quand on a des capacités médiumniques, il faut foncer, quoi. Si c'est ta mission de vie, de toute façon, ça se rappellera toujours à toi. Donc, après, le comment, ça, c'est à toi de voir. Je dis toujours, il y a 1000 médiums, 1000 médiumnités. On va vraiment fonctionner de manière tous différente. Il y a plein de similitudes, forcément, on va avoir des outils qui nous sont communs, mais on va avoir une personnalité qui nous est propre, on va avoir des ressentis qui nous sont propres, des façons de fonctionner, et puis des sensibilités. On va utiliser plus tel outil que tel autre, on va avoir aussi une façon de communiquer, de parler, de transmettre, de partager les choses qui nous sont vraiment
personnel. Donc, fais-toi confiance. Je pense que c'est important. Merci beaucoup en tout cas Corinne, gratitude pour ce partage qui à mon avis va parler à plus d'un, notamment sur mon groupe de coaching. Je passe désormais à la question de Sylvana. Alors Sylvana, je me remets sur votre photo et votre question. Pourquoi suis-je bloquée professionnellement? Suis-je sur la bonne voie? Alors, je ne vais prendre que la première question puisqu'on est sur les petits pourquoi. Suis-je sur la bonne voie? Ce sera à vous de le voir, à vous de le sentir. Mais effectivement, finalement, avec les éléments de réponse que je vais donner là, peut-être que vous aurez votre réponse pour la deuxième partie. Pourquoi suis-je bloquée professionnellement? Bah, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas votre voie. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça sera à vous de voir si finalement, oui, si c'est ma voie, mais il y a d'autres éléments de réponse. Ou, ouais, non, finalement, j'aime pas ça et c'est pas ce que je voulais faire. Donc, pourquoi suis-je bloquée professionnellement? On me pose souvent cette question-là. Il y a plusieurs éléments de réponse, forcément. Et puis, je rappelle que je ne prétends absolument pas détenir la réponse, ni même les réponses. Mais j'essaie de vous apporter à un moment donné quelques petits éléments éclairage pour vous permettre de trouver vos propres réponses. Elles sont en vous, surtout ne doutez jamais de ça. Pourquoi je suis bloquée professionnellement? Alors, la première réponse que j'aurais envie de donner, c'est parce que c'est pas votre voie. C'est parce qu'on vous attend ailleurs, sur autre chose. Ça, c'est la première réponse que je donnerais, qui est en lien avec la notion de mission de vie. Quand on doit, quand on s'incarne, d'accord? Quand on vient au monde. Avant de s'incarner, juste avant, on fait des choix. On va choisir sa famille, on va choisir un lieu de vie, on va choisir une mission de vie, des objectifs à remplir. Quand on avance sur notre chemin de vie, si à un moment donné, notre âme s'aperçoit que on avait choisi une mission de vie A, mais en fait, on est actuellement sur le chemin B. Elle va tout faire pour nous remettre sur ce chemin qui initialement était ce qu'on avait prévu. Donc, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, elle va effectivement nous faire perdre des emplois plusieurs fois d'affilée, nous faire nous rendre mal à l'aise par rapport à ce qu'on fait, à notre équipe, à notre entourage, etc. Il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Et quand on se retrouve dans une situation comme ça, plusieurs mois d'affilée, plusieurs années, où on se dit, ça ne marche jamais. J'ai beau faire ce que je veux, je ne garde jamais un emploi. Bon. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fait? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que ça correspond vraiment à mes qualifications, à mes compétences, à mes diplômes, mais aussi est-ce que j'aime faire? Bon. Et là, on en vient à la deuxième question. Est-ce que c'est ce à quoi j'aspire? Est-ce que c'est un boulot que je fais comme ça pour dire de gagner de l'argent, ou est-ce que vraiment ça me plaît et je me bats pour aller vers ça? Je pense que là, c'est vraiment ces questions-là que vous avez à vous poser, Sylvana. Pourquoi je suis bloquée? Est-ce que c'est pas moi qui bloque? Parce que fondamentalement, au fond de moi, j'ai pas envie de faire ça. Je fais ça parce qu'il faut manger. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail alimentaire. Quand on fait un travail alimentaire, mais qu'à côté de ça, on s'épanouit dans une activité personnelle, le chant, la danse, le sport, le bénévolat, je ne sais rien, moi. Alors, ça marche. C'est OK. La vie vous laissera faire ce que vous avez à faire parce que vous arrivez à en vivre, pour pouvoir vous nourrir, vous loger, etc. Mais à côté de ça, vous remplissez pleinement votre mission de vie, vous faites, même si ce n'est pas professionnellement, ça, c'est pas grave. Une mission de vie, ce n'est pas forcément un travail. Donc, à côté de ça, vous êtes aligné. OK. Si au contraire, vous faites un job alimentaire, mais qu'à côté de ça, vous n'arrivez pas à créer et à cultiver suffisamment de joie pour remplir votre mission de vie, votre mission d'âme, alors elle viendra tirer la sonnette d'alarme. Elle vous dira, tu t'es trompé, c'est pas vers ça que tu devais aller. Et donc, elle va vous mettre dans des difficultés financières. Tiens,
un petit flash. Des difficultés dans votre vie de tous les jours, vous êtes tombé en panne de voiture, vous n'allez pas vous entendre avec vos collègues. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses pour vous dire, c'est pas le bon chemin. Je l'ai compris, moi, ce week-end. Bon, ça m'est personnel, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas notre chemin, la vie, bien souvent, met en place des barrières. Donc, c'est vraiment vers ça que je veux vous inviter à retravailler et à vous re-questionner, Sylvana. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et peut-être que la situation est tout autre. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour justement accéder à quelque chose qui vous plaît et que vous n'y arrivez pas. Et là, donc, la question est à nouveau la même. Est-ce que c'est vraiment profondément au fond de moi ce que j'ai, moi, envie de faire? Est-ce que ce ne sont pas les désirs, par exemple, familiaux? Est-ce que ce ne sont pas les parents, le conjoint, la conjointe qui poussent à aller vers telle ou telle branche? Ou alors, on vous a dit, je pense à certaines institutions où on vous dit « Ah, il faudrait que vous fassiez ça, vous êtes vraiment fait pour ça ». Je le sais parce que j'en ai vu passer des gens à qui on a dit « Ah, je vous vois vraiment faire ça. » Ok. Et en fait, pourquoi je vous vois vraiment faire ça? Parce qu'ils ont des sous à mettre dans ces formations-là. Je suis désolée, hein, je suis très triviale, mais je l'ai vécu pendant des années. Je sais comment ça fonctionne. Et parfois, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Il nous faut du monde dans certaines branches. On a des sous à mettre dans certaines formations. Donc, on envoie des gens... j'ai envie de dire un peu fragiles, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, qui ont besoin aussi de manger, qui ont besoin de se trouver. Alors parfois pour certains c'est une révélation, c'est vraiment effectivement ce qui leur convient, et puis parfois c'est pas du tout ce qui leur convient. Alors des fois on a même catastrophe. Moi je me suis retrouvée avec des personnes ensuite en dépression parce qu'elles se retrouvaient en situation d'échec. Donc elles s'en veulent, je ne sais rien faire, je suis bonne à rien, je me sens inutile, je suis incapable même de suivre une formation, donc j'ai pas le niveau. Enfin bref, je vous laisse, je vous passe les détails, mais donc faites très attention, Sylvana, à vous. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous plaît? Il faut vous poser cette question. Si demain je n'avais aucune contrainte, familiale, géographique, financière. Je n'ai aucune contrainte. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Moi, si j'ai aucune contrainte, je vais élever des chiens. Je vais ouvrir un élevage de chiens. J'adore les chiens. Ça serait ma passion. Ok. Alors, soit vous vous renseignez pour voir si c'est faisable, comment vous pourriez faire, quels sont les financements possibles, etc. Soit vous commencez petit. Vous prenez un chien, vous faites faire une saillie, et puis vous en avez 4-5 chez vous, et puis après, vous verrez. Et puis après, ça peut être en complément d'un travail alimentaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, donc, essayez vraiment de partir de cette question de base. Je n'ai aucune contrainte, rien, aucune. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Ok, bon. Alors maintenant, je vais modeler mon projet, je vais modeler mon idée pour qu'elle s'adapte à mes éventuelles contraintes. Et puis peut-être que je vais pouvoir lever certains freins, certaines contraintes, où je me dis je ne peux pas aller travailler là-bas. Non, je ne peux pas aller travailler là-bas, c'est trop loin. Mais peut-être que je peux déménager. Je peux pas déménager, par exemple. Et bien peut-être que je peux m'autoriser, m'octroyer 1 heure de train. Ça permet aussi de lire dans le train, ça permet de faire des rencontres. Ça permet de faire d'autres choses, d'écouter de la musique, je ne sais pas, de tricoter, enfin, du coup, d'avoir un peu de temps pour soi. Il y a plein de choses, il y a plein de barrières qu'on se fixe aussi nous-mêmes, qui sont nos propres barrières. Donc, réévaluer, je pense, la situation, mais d'abord en partant de vos souhaits personnels et après, modeler vraiment selon la situation, votre situation. Merci Sylvana, je pense que ça a dû parler à nouveau à beaucoup. Je l'ai quasiment à chaque séance, ça, cette question-là. Et peut-être que je ne donne pas toujours les mêmes réponses, pas toujours les mêmes types de réponses, parce que initialement, la réponse, elle est pour vous, Sylvana. Et puis, c'est dans l'instant T, donc je me laisse aussi guider. Merci en tout cas pour ce partage, ce
très très bel échange. Je vous souhaite de trouver votre voie, hein, de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Je passe à la question d'Ève. Ève me pose la question suivante. Pourquoi je n'arrive pas à concrétiser mon projet d'habiter avec mon amoureux? Elle me dit, j'espère que cette question ne vous donnera pas trop de fil à retordre. Vous êtes gentil comme tout, Ève. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à concrétiser mon projet d'habiter avec mon amoureux? Êtes-vous tous les deux en phase par rapport à ce projet? Moi, c'est la question qui me vient tout de suite. Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que lui est prêt à s'engager dans ce genre de projet, dans cet emménagement commun? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez prête? Bon. Si vous êtes en phase, est-ce que vous êtes en phase aussi sur le type de logement? Ça paraît bête, hein, mais vous savez, quand il y en a un qui veut une maison, l'autre qui veut un appartement, l'un qui veut la campagne, l'autre qui veut aller en ville, du coup, ça rend les choses plus compliquées. Hein, donc, ça vient rajouter des difficultés pour trouver quelque chose qui va convenir au couple. Pas plus à l'un, pas plus à l'autre, mais vraiment à cette notion de couple. Donc, moi, c'est ce qui me vient là tout de suite. Est-ce que vous êtes en phase par rapport à ce projet-là? Est-ce que c'est une demande, une pression de votre amoureux ou au contraire de vous par rapport à lui? Donc voilà, on est toujours sur cette notion d'équilibre. Est-ce que c'est une pression aussi que vous vous mettez tous les deux en vous disant ça sera plus pratique, ça sera plus économique, mais au final, ce n'est pas un réel projet de vie? Donc, vous voyez, vous me posez une question, Ève, mais moi, je vous en repose aussi parce qu'il va falloir recentrer les choses, il va falloir repréciser ce projet parce que c'est un réel projet de vie. Hein. Vivre ensemble, c'est pas facile tous les jours, mais c'est aussi un très, très beau cadeau. Ce sont de très, très beaux moments. Mais donc, est-ce que vous en avez réellement envie? Est-ce que c'est vraiment dans votre façon d'être aussi? Il y a des gens qui vivent séparément et qui vivent très bien comme ça, qui ont besoin d'avoir leur attache, leur appartement, leur logement personnel pour pouvoir se recentrer, se ressourcer. Bon, ça cache souvent aussi des peurs hein, derrière. Donc là, c'était ma deuxième partie de questions. Vous voyez, je vous réponds par des questions, Ève. Quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur? Moi, j'ai un sentiment de trahison ancienne ou de trahison, peur d'être trahi, peur de vous retrouver, entre guillemets, le bec dans l'eau. Je vous vois dire, ouais, mais imagine, je quitte tout pour aller avec lui et puis au final, quelques semaines, quelques mois après, ça ne va plus, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes grande, vous inquiétez pas, vous retrouverez un logement, vous rebondirez. Si vraiment cette situation arrivait, faites-vous confiance. Je pense que la question, elle est là aussi. Quel est votre niveau de confiance en vous, en vous-même? Et du coup, quand on a peu confiance en soi, on a peu confiance en notre couple. Et en l'autre aussi. Donc, voilà, c'est toutes ces questions, je pense qu'il va falloir travailler. Je vous embête, hein, parce que du coup, vous me dites, j'espère que ça ne me donnera pas trop de fil à retordre. Non, moi, je vais vous donner quelques éléments, mais pas de réponse, de questionnement. Ça va être vraiment vous me donnez du travail, mais moi, je vous en rends. Je vous rends du travail à faire et je vous invite vraiment à vous positionner par rapport à ça. Puis peut-être que ce n'est pas le moment. Et c'est pas grave. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas une obligation de vivre ensemble. Il peut arriver aussi que parfois on soit dans ce projet de vouloir emménager ensemble et puis on ne trouve vraiment pas le logement qui nous convient. Ça fait plusieurs mois, on ne trouve pas, ça fait un an et demi. C'est pas grave, c'est peut-être qu'un logement bien particulier nous attend ailleurs, à un autre moment. Tout a raison d'être. Donc, si je n'arrive pas à concrétiser un projet particulier, je me questionne sur mes peurs, sur mes propres blocages, sur les blocages de l'autre, parce que là, il s'agit d'un projet en commun. Mais je me questionne aussi sur la raison éventuelle. Je me souviens de quelqu'un que j'avais connu qui, pendant 1 an et demi, cherchait à déménager à tout prix, ne trouvait jamais la maison qui lui convenait et s'est retrouvé muté. Donc, il
Il m'a dit, ben voilà, en fait, au final, c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver, c'est parce que, au fond de moi, peut-être je le savais, je le sentais, en tout cas, mon âme était au courant, probablement. Il me dit, heureusement que j'ai pas trouvé, parce que j'aurais eu beaucoup de mal à revendre ce logement avec la mutation qui m'avait été proposée, voire imposée. Donc, ensuite, il a trouvé tout de suite. Là où il est parti, là où il a été muté, il a tout de suite trouvé le logement qui lui convenait. Voilà, c'est parce que c'était pas au bon endroit. Donc ça peut ne pas être le bon endroit, ça peut ne pas être le bon moment. Prenez le temps, mais surtout réévaluer les bases. Quelles sont vos attentes à tous les deux? Quelles sont vos attentes au niveau du couple aussi? Voilà. Et puis, si ça vous correspond mieux de garder un petit pied à terre, faites-le. Par exemple, vous pouvez aussi, je connais quelqu'un qui a fait ça, qui a vécu pendant 1 an et demi avec sa nouvelle compagne et qui avait gardé sa maison parce que, ben voilà, peur de l'engagement, peur de ce qui pourrait arriver. Et puis bon, finalement, ils ont vu qu'ils étaient bien ensemble, ils ont chacun lâché leur appartement. Enfin, non, lui, il a lâché son appartement puisqu'il vivait chez cette dame. Mais ensuite, ils ont aussi lâché cet appart pour prendre quelque chose à eux deux. Vous voyez, c'est important aussi de construire quelque chose qui leur appartient en tant que couple, hein, et pas habiter chez l'un ou habiter chez l'autre. C'est aussi ça une notion particulière. Parfois, ça va très bien, mais parfois, ça peut créer des tensions, ne serait-ce que subliminal. Donc, voilà, quelques éléments de réponse, mais surtout de questionnement. Ève, à vous de voir ce qui vous parle, à vous de voir ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, mais faites-vous confiance. C'est comme ça que j'ai envie de finir. Voilà, merci Ève pour ce partage. Je trouvais la question très intéressante. Alors, Céline me pose maintenant 2 questions pour elle-même. Elle avait réservé 2 questions. Alors, une question qui, sur le coup, honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal. Et après, en lisant la suite, je me suis dit, ok. Mais j'ai trouvé la question très rude. Pourquoi je suis née? Ouh. Et là, on sent vraiment la lourdeur et l'importance de cette question. Et d'un autre côté, je pense que vous n'êtes pas la seule à vous demander cela, Céline. Donc, je vous précise après, je pose cette question car je suis un enfant non désiré, un accident. Je ne connais pas mon père. Voilà, j'essaie d'avancer, d'y voir plus clair. Merci beaucoup de votre confiance parce que j'ai conscience que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Pourquoi je suis née? C'est extrêmement intéressant comme question. Et je vais là aborder la question de l'incarnation, du choix d'incarnation, dont j'ai dit 2-3 bribes tout à l'heure. On choisit de s'incarner. On choisit sa famille, on choisit ses parents, on choisit certaines épreuves, pas toutes, mais on choisit certaines épreuves, on choisit sa mission de vie. Donc vous avez choisi, peut-être, probablement, d'incarner ce genre de difficulté pour pouvoir le transcender, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir travailler certaines notions de pardon, de compassion, de centrage sur soi-même. Vous êtes venu là en tant qu'âme forte, incarner une naissance particulière en venant vous imposer. Et là, c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez, Céline, c'est que vous avez su vous imposer, vous avez su vous affirmer, vous avez su dire « coucou, c'est moi », dans un contexte qui n'était pas forcément évident, et pourtant vous êtes resté là. Et ça, vous voyez, même si vous pouvez me dire, ouais, enfin, dit comme ça, c'est bien, mais bon, ça fait quand même beaucoup souffrir, c'est pas simple. Voilà, belle lumière qui vient de me confirmer. J'entends bien. Mais en même temps, c'est votre premier cadeau. C'est le premier cadeau que votre âme a fait à Céline en disant, regarde la force que tu as. Regarde combien tu sais te positionner. Combien tu sais prendre ta place. Voilà pourquoi.
pourquoi vous êtes né, Céline. Il y a bien d'autres raisons, probablement. Vous êtes venu incarner certaines fonctions, vous êtes venu remplir certains objectifs, trouver des réponses de compréhension pour votre propre évolution, pour l'évolution de votre âme. Mais déjà, la première et le premier cadeau, c'est cette affirmation que vous êtes venu poser avec votre naissance. J'ai conscience que vous ne le voyez peut-être pas de cette manière-là jusqu'à présent. Je vous souhaite en tout cas, que cette réponse puisse vous ouvrir à d'autres possibles, une autre perception, votre naissance. Et je vais compléter ma réponse avec votre deuxième question. Je précise quand même, vous voyez, il n'y a jamais vraiment d'accident, si ce n'est pour les parents. Hein. Mais l'enfant en lui-même, il a décidé de venir, il vient. Parfois même dans des situations absolument. Enfin, moi, on m'a dit, vous ne pourrez plus en avoir. Je suis tombée enceinte quelques jours après qu'on me retire mon stérilet parce que justement, il ne fonctionnait pas et que j'avais des gros soucis avec. Pourquoi? Il a mis sûrement tout ça en place pour venir au monde, ce petit bonhomme. Il avait choisi. Mais il avait choisi de venir à ce moment-là, pas un autre. Pourquoi? C'est ses raisons. Peut-être que moi-même, je ne le comprendrai jamais, mais c'est un choix d'âme. Et puis, moi, j'ai vu une gamine, je dis une gamine parce qu'elle a l'âge de ma fille, tomber enceinte sous pilule avec un préservatif. Le préservatif s'est craqué. Elle était en plein dans son ovulation et elle avait une pilule microdosée qu'elle avait décalée au niveau des heures. Et donc, enfin, vous voyez, la probabilité de chance, quoi. Enfin, et la petite est là. Il y a une raison à ça. Donc, il y a toujours une raison pour toute incarnation, quelle qu'elle soit. Votre deuxième question, c'est en lien, c'est pour ça que je rejoins. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon père? Vous expliquez après que vous avez réussi à retrouver vos demi-sœurs, mais elles font barrage, d'après vous, pour que vous ne retrouviez pas votre père. Ça, c'est une question complexe et à laquelle il pourrait y avoir une multitude de réponses. La première, en tout cas moi, qui me vient en tête, c'est que peut-être que c'est pas ça votre objectif de vie. C'est pas forcément de retrouver votre papa. J'ai conscience que vous avez besoin de racines, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de vous raccrocher à une lignée familiale. J'entends. Cependant, au moment de votre naissance, enfin avant peut-être, il a fait le choix de ne pas prendre la responsabilité de votre incarnation. Même si ça paraît difficile, c'est son choix. Et peut-être qu'il y a des raisons bien particulières que l'on ne connaît pas, peut-être que vous ne les connaîtrez jamais, peut-être que j'aurai la chance que oui, et peut-être que ce n'est pas une chance. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des choses qui me paraissent vraiment blessantes et qui sont pour un mieux pour nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais voilà ce qui me vient en tout cas, donc c'est possible que ce soit inspiré. Peut-être que c'est mieux pour vous de ne pas le connaître parce que ça vous donnerait une mauvaise image de lui, ça vous renverrait une mauvaise image de vous, ça pourrait vous faire encore plus de peine, ça pourrait vous faire peur. Il y a plein de raisons qui pourraient répondre à cette question de pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon père. Après, peut-être que vous ne le retrouvez pas maintenant parce que ce n'est pas le moment pour vous ou pour lui. Peut-être que vous le retrouverez dans un moment de votre vie où vous sentirez que c'est encore plus bénéfique pour vous. Peut-être que vous ne le retrouverez jamais, je ne sais pas, et je ne sais même pas quoi vous souhaitez.
parce que je vous dis peut-être que c'est pas forcément la meilleure des solutions, la meilleure des choses pour vous que de le retrouver. Si l'univers fait en sorte de ne pas le remettre sur votre chemin, peut-être qu'il y a une raison. Et peut-être que les raisons sont absolument pas d'ordre terrestre, mais plutôt karmique. Peut-être que cette personne, dans une autre vie, a été, je sais pas, enfin violente, ou peut-être que vous avez créé un pacte avant de vous incarner pour ne pas vous retrouver. Moi, je sais que j'avais créé un pacte comme ça. Enfin, non, c'est nos guides qui avaient décidé par rapport à une autre âme de ne pas nous faire nous recroiser. Ce qui fait que nos chemins ont fait ça. Bon, finalement, vous voyez, ça commence à se... Voilà. Et là, on s'est retrouvés, bon, plus ou moins, mais peut-être qu'effectivement, vous avez fait un choix antérieur, karmique, un choix d'âme, de ne pas retrouver cette personne. Donc, elle est... Vous allez me dire, bah ouais, mais à ce moment-là, ça aurait pas dû être mon père. Parce que il y a des âmes qui cherchent à se retrouver. Quel que soit le contrat, le pacte qui a pu être fixé préalablement, elles vont quand même tout faire pour essayer de se croiser à nouveau dans cette vie-ci. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas hein, si c'est le cas, j'en sais rien. Mais c'est une réponse qui me vient, elle me vient dans l'instant. Je pense que c'est quand même pas anodin. C'est pour ça que je me permets de vous répondre. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon père? Peut-être que ça a été bien manigancé là-haut, parce qu'il y a vraiment des raisons particulières. Vous savez, quand on retrouve une âme, une autre âme, il faut être prêt à en assumer les liens karmiques, et parfois on ne le sent pas. On n'a pas de vision, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais par contre, on va pouvoir tomber en dépression. Moi, je le sais, je l'ai vécu hein, quand j'ai retrouvé cette âme que je n'étais pas censée retrouver d'ailleurs. Et c'est marrant parce que nos chemins, on s'est aperçu qu'on se suivait. Au niveau des villes, au niveau des prénoms, au niveau des dates, au niveau des adresses, des noms de rues, du travail. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, c'est très particulier. Donc, on est comme ça. Vous voyez, mais on a entre guillemets pour consigne de ne pas se retrouver, donc bon, on s'est retrouvé sans se retrouver, donc peut-être que la vie prochaine, vous voyez, ça sera encore plus mince donc voilà, je pense que par rapport à votre papa, il est probable que ça puisse être éventuellement une réponse possible, mais à savoir que effectivement, quand on retrouve cette âme qu'on est normalement pas censé retrouver, mais comme on garde notre libre arbitre, voilà, ça puisse créer en nous des bouleversements qu'on ne comprend pas tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu un peu une dépression à ce moment-là. Enfin, peut-être pas une dépression tout à fait, mais bon. Et j'étais très mal et j'avais pas d'éléments de réponse. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait. C'est seulement après que j'ai fait le lien puis avec les connaissances que j'ai, avec le travail que j'ai fait, avec les visions des liens karmiques qu'on a pu avoir, où j'ai pu poser les choses et faire un peu reconstituer le puzzle, mais c'est pas forcément simple. Donc voilà, je vous donne un élément de réponse, je vous en ai donné plusieurs. J'espère que ça fera écho en vous, que vous trouverez vos propres réponses. Mais pour vous, Marie, Nathalie, Corinne, Sylvana, Eve et Céline, vraiment, j'insiste, toutes les réponses sont en vous. Faites-vous confiance. Je viens là vous éclairer, vous donner certaines petites graines que je viens semer, mais c'est à vous après, de les arroser et puis de les tourner vers le soleil, le beau soleil que vous êtes, pour les faire germer et grandir. Je vous remercie vraiment de votre confiance. Je vous remercie à tous de suivre ces vidéos avec grand intérêt. Si vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine séance, n'hésitez pas sur mon site internet mélaniemedium.wix.com. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt avec le soleil. Gratitude.